Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre pour ce tout nouveau numéro de votre émission Un homme, un concept. Plus qu'une semaine avant la fin de la prorogation accordée par la CENI par rapport à l'opération de réception et traitement de candidature, et le moins que l'on puisse dire est que l'engouement est loin d'être au rendez-vous. Ça ne se bouscule pas dans les différents bureaux de réception de traitement des candidatures, surtout pour la députation provinciale. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous sommes en manque des candidatures ici en République démocratique du Congo, ou c'est le contexte actuel qui ne permet pas à ce qui est cet engouement, cet engouement attendu dans les différents bureaux de réception et traitement de candidatures? Madame, Messieurs, nous essayons de passer l'actualité électorale en revue ce soir avec notre invité. Il s'agit de Chris Mukendi. Bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Merci madame, bonsoir. Vous êtes vice-président fédéral du courant des démocrates rénovateurs Lukunga 2. Oui, voilà. CDR, c'est le parti cher à Jean-Lucien Boussa. Lukunga 2, c'est quelle partie de la ville? Lukunga 2, c'est à partir de magasins Kitambo, Ngalema et Mongafula. Dans Lukunga dans son ensemble, c'est avec la commune de Barombo, Kinshasa, Gombe et Lingwala. Donc nous avons sectionné les partis par rapport à l'administration en deux fédérations, donc Lukunga 1, Lukunga 2. Donc on serait tenté de croire que non, Chris ou M. Mukendi se présente à la télé compte tenu des échéances électorales. Peut-être d'aucuns ne connaissent pas votre parcours. Parlez-nous un peu de vous. Le CDR est votre premier parti, ou vous aviez déjà eu à militer dans d'autres partis ici au pays? Merci beaucoup pour cette question. Le CDR, c'est un parti que nous avons créé ensemble avec l'honorable Jean-Lucien Boussa. Il faut dire que c'est depuis 2006 que je faisais partie du MLC. Et quand il y a eu la radiation de l'honorable Jean-Lucien Boussa, nous sommes partis ensemble. Donc, vous avez suivi l'homme? Non, en fait, ce n'est pas derrière un homme que nous sommes en train de courir. En fait, c'est derrière les idées que porte cet homme. Hein, lesquelles, déjà, par exemple, brièvement, les idées? Tout le monde dit porter les idées. Hein. La particularité de Jean-Lucien Boussa, c'est... la particularité, c'est que déjà, c'est un homme intègre. Jean-Lucien Boussa, c'est un homme intègre, un homme assez honnête. Il est crédible, il prône la bonne gouvernance, non seulement qu'il les prône, mais nous avons vu la manière dont il a travaillé. Nous pensons qu'il est le type d'homme dont le Congo a besoin pour se développer. Donc nous sommes avec lui, non pas par le simple fait ou le plaisir de suivre quelqu'un pour aller créer un parti politique et avoir des postes aussi influents, mais nous sommes avec lui parce que nous croyons en l'homme, nous croyons en ses capacités, nous croyons en ses compétences et à sa crédibilité. Alors parlez-nous quand même de ce parti, les CDR, que vous avez mis en place, bien évidemment, avec le député national Jean-Lucien Boussa. C'est où la rupture, par exemple, avec le MLC? Je ne suis pas là pour parler de choses qui ne marchaient pas dans le MLC en tout cas. Parce qu'on sait que je sache, le MLC est on a le même, nous partageons les mêmes idées avec le MLC. Et je crois que s'il faut remonter à l'origine de ce qui a créé la rupture, je crois que c'est les débats tout simplement. Il y a eu l'absence il y a eu déficit, il y a eu déficit de communication. On n'a pas suffisamment communiqué sur des questions essentielles. Et ça a amené les partis... bon, je ne dirais pas amener les partis, ça a amené l'honorable Jean-Lucien Boussa à être mis à la porte du parti. Parce que vous savez qu'il a été, avant la radiation, il a été d'abord suspendu de ses fonctions de secrétaire général adjoint dans le MLC. Et il a pris acte de cette suspension. Et ensemble, nous avons dit qu'il ne quitte pas le MLC. Nous sommes ensemble toujours dans le MLC. Mais nous avons créé au sein du MLC un courant qu'on avait appelé à l'époque courant démocratique rénovateur. Mais bon, ça n'a pas été très bien reçu parce que nous avons dit que c'était un courant des pensées qui permettait à ce que nous puissions réfléchir sur les partis, sur son sort et sur son devenir. Mais cela n'a pas plu aux responsables du parti
qui ont pris la décision de mettre l'honorable Jean-Lucien Boussa à la porte. Ben, nous tous qui étions mécontents de cette décision avons pensé que cette décision était irrégulière. Déjà, l'honorable Jean-Lucien Boussa a dû faire une lettre de recours adressée au président du parti, Jean-Pierre Bemba. Mais bon, cette lettre est restée lettre morte jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas eu de suite et on a compris les silences. Est-ce que vous pensez que ça change la façon de faire au niveau du CDR? Les gens sont libres, le débat est assez ouvert au sein du CDR? C'est pas pour rien qu'on s'appelle courant des démocrates. Hein? Courant des démocrates. Et nous avons dit rénovateur. Rénovateur pour dire que nous ne voulons pas faire comme ça se passait de l'autre côté. Nous voulons qu'il y ait un débat libre au sein du parti. Ce n'est pas le point de vue du président national qui est au-dessus du point de vue des autres. Le président national, il est arrivé à des réunions où il a laissé passer on a mis son point de vue de côté parce qu'il y avait un point de vue meilleur que le sien. Donc, nous voulons du CDR être un parti réellement démocratique parce que nous pensons que vous ne pouvez pas demander à une république d'être démocratique aussi longtemps que dans des partis politiques, il n'y a pas de démocratie. Donc, il faut d'abord commencer à être d'abord soi-même démocrate avant d'exiger la démocratie. Donc, sinon, la démocratie est un contexte creux. Alors, vous êtes jeune, d'aucuns vous voient peut-être derrière un bureau, derrière, je ne sais pas moi, une société de télécommunications, mais vous décidez, je ne dis pas que vous êtes chômeur, mais vous décidez de faire de la politique. Quelles ont été à l'époque vos motivations? Pourquoi avoir décidé de faire la politique alors qu'on essaie de nous dire que les jeunes en RDC, les jeunes quinois, s'en foutent un peu à la limite de la politique ici au pays? Non, mais je crois que toute activité, tout métier doit d'abord être une vocation. Si ce n'est pas une vocation, tu le feras comme tout le monde. Mais si c'est un don que tu as reçu des dieux, je pense que tu le feras de manière assez désintéressée parce qu'à un certain moment, tu sens que ton pays a besoin de toi. Donc, je travaillais à la fonction publique, je travaillais, à un certain moment, tu as senti cet appel de la nation qui voudrait que tu puisses apporter ta pierre à l'édifice. Parce que je me dis, là où je suis, les idées que j'ai, je ne sais pas le mettre à la disposition de tout le monde. Je crois qu'au niveau de la politique, ça vous permet de matérialiser vos pensées. La politique vous permet d'être en contact avec les autres et d'avoir une vie beaucoup plus globale de ton pays et de ce que vous voulez faire de ces pays. Donc, c'est dans ces contextes-là que j'ai répondu à l'appel, à ma vocation, qui est de faire la politique. Je suis entré par la grande porte. Pour moi, la grande porte, c'est les parlements. Je suis entré par les parlements, mais pas comme politique, mais comme administratif. Ah, okay. Et c'est là que j'ai appris à assister dans des débats, comme j'ai assisté dans des débats depuis 2004, entre 2004 et 2007. J'ai assisté à des débats, j'étais secrétaire des séances à l'administration du Sénat. Donc je crois que c'est là que j'ai commencé à aiguiser cette vocation, à travailler de plus en plus pour que... Et ça vous donne envie quand vous voyez ces sénateurs ou entre guillemets ces parlementaires, ça vous donne envie carrément de devenir l'un de leurs? Non, en fait l'idée c'est pas d'envier l'autre et de vouloir être comme lui. Mais seulement c'était pour moi un terrain de préparation. En tout cas, je voudrais pas être de ceux qui font de la politique pour en recevoir de bénéfices ou attendre des privilèges. Tout le monde dit ça. Tout le monde dit ça. Oui, moi je ne veux pas faire la politique, je veux être au service du peuple, mais une fois arrivé au Parlement, bon. C'est vrai aussi que nous avons vu des gens tenir le même discours que je tiens aujourd'hui, mais bon, il faudrait juger l'homme à l'acte. Il faut attendre d'abord. La personne est arrivée là où il voulait arriver. Est-ce qu'il se comporte de la manière dont c'est conforme à ses propos? Donc, aussi longtemps qu'on n'a pas encore géré la chose publique, donc il faudrait nous tenir quand même une certaine présomption d'innocence. Donc, on est là, on travaille et nous pensons apporter les meilleurs pour notre pays en tout cas. Mais vous envisagez, vous aviez parlé du Parlement, je vous ai posé ça, peut-être que vous n'enviez pas, mais vous avez quand même des ambitions à faire partie de la gestion de la Respublica. À quel niveau vous voyez apporter quelque chose pour la reconstruction du pays? Dans un premier temps, mes ambitions se situent au niveau des élections provinciales.
Donc il faut dire que déjà au niveau du parti, j'ai déposé une candidature pour être pour, pour être candidat député. J'ai déposé ma candidature pour être candidat député provincial pour la circonscription d'Ngalema. Et il faut dire que cette ambition ne date pas d'aujourd'hui, c'est une ambition qu'on avait déjà de l'autre côté depuis 2011, mais seulement les élections provinciales n'ont jamais été organisées depuis 2011, donc le cycle n'a pas été bouclé. Donc c'est la même ambition que nous avons maintenant transférée au niveau du CDR et que nous pensons arriver à terme. On prendra peut-être un temps avant la fin de cette émission ou un autre jour pour parler de votre plan d'action par rapport à ce que vous voulez faire dans la commune de Ngalema. Mais reparlons quand même de ces élections. Vous avez déposé votre candidature en tant que député provincial au niveau de votre parti, un parti qui est dans l'opposition et qui ne veut pas déposer les candidatures justement parce qu'ils n'ont pas encore obtenu gain de cause. Vous ne voulez pas aller aux élections, il faut qu'on se le dise quand même. Trop de préalables pour qu'on organise ces élections. Je l'ai dit en début de l'émission, pas d'engouement, il n'y a pas encore le dépôt de vos listes. Ça risque d'être compliqué pour votre candidature. Non, mais je crois que nous avons tous l'expérience des élections de 2011. Il ne faudrait pas aller aux élections pour donner l'image que nous sommes un pays démocratique, tout simplement. Hein? Mais il faudrait que nous puissions, les uns et les autres, avoir des garanties que le processus auquel nous sommes en train de nous engager est un processus crédible. C'est comme ça que nous avons posé des préalables. Notamment l'enrôlement des jeunes qui ont atteint l'âge de voter. C'est un droit constitutionnel consacré. Nous ne pouvons pas aujourd'hui aller aux élections et mettre de côté ces jeunes gens qui représentent, hein, par rapport aux statistiques qui sont données, ils représentent plus ou moins 10 millions de Congolais. Et vous négligez cette frange-là de la population, aller aux élections, c'est antidémocratique, c'est aussi être anticonstitutionnel. Parce que quand vous lisez la loi électorale, on donne la possibilité à un jeune qui a 18 ans de postuler comme chef de secteur, comme conseiller municipal, tout ça, conseiller municipal, pardon. Mais il postule, il s'est fait enrôler les jours du dépôt de candidature. Mais qui sont ces électeurs? Imaginez un jeune homme de 18 ans, de 19 ans. Qui sont ces électeurs? Ces électeurs sont ses collègues avec qui il a étudié. Ces électeurs sont ses amis, les gens de sa génération. Donc c'est comme, vous demandez une chose et son contraire directement. Vous demandez à quelqu'un qui a 18 ans de se faire enrôler, de déposer sa candidature, mais vous ne lui donnez pas la possibilité de se faire élire. Donc nous pensons que ces gens qui ont 18 ans, qui ont 19 ans, qui s'engagent dans ces processus d'élection, sont d'office disqualifiés parce qu'ils n'auront pas d'électeurs. Vous ne pensez pas qu'au sein de différents partis, que ce soit de l'opposition, de la majorité, on est en train quand même d'exploiter les jeunes? Parce que vous n'avez pas 18 ans, moi encore 19, vous avez un peu plus et vous avez des ambitions. Mais vous ne pouvez pas réaliser ces ambitions parce qu'à un moment ou à un autre, ceux qui ont... Votre président, par exemple, est déjà député, il a déjà été élu, réélu, il a déjà imposé, il est déjà positionné, par exemple, en train de créer un blackout pour que vous ne puissiez pas accéder par rapport à ça. Je crois que si j'avais 50 ans, vous ne m'aurez pas posé cette question. Je crois que la République n'appartient pas seulement à ceux qui ont dépassé 40 ans, 50 ans, même à la jeunesse aussi. Parce qu'on consacre même dans cette constitution une place à la jeunesse. Donc on ne peut pas aujourd'hui demander à ce que les jeunes puissent prendre part, c'est pas à la construction du pays, mais les écarter du processus électoral. Donc ce n'est pas vraiment pour des fins personnelles, parce qu'il y a une frange de la population qui a 18 ans, 19 ans, que nous considérons être des électeurs potentiels, que nous voulons manipuler pour notre cause. C'est pas du tout ça. Ce sont des questions essentielles de la République. Ce sont des questions importantes. Et j'ai vu dernièrement à la télé, j'ai vu ces jeunes-là passer pour revendiquer l'enrôlement. Hein. Mais vous devrez aussi en faire autant, revendiquer qu'ils soient enrôlés. Mais vous êtes aussi en droit de vous dire que j'ai des ambitions et il faut que je dépose ma candidature. Mais apparemment, au niveau de votre parti et de l'opposition, d'une frange de la classe politique, vous faites ce blackout. Non, il faut dire qu'un parti politique, les candidats ne se présentent pas comme des indépendants. Nous sommes structurés. Ce n'est pas de manière isolée que chacun devra aller déposer sa candidature. Hein? Tout se passe au niveau des quartiers généraux de partis politiques. C'est pas, est-ce que vous avez vu un
un parti dont, je ne sais pas, parmi les partis que vous connaissez grands dans ces pays, vous avez vu déjà un parti qui est allé déposer, c'est pas la liste de leurs candidats, les dossiers de candidats? C'est pas bon signe, surtout pour vous qui teniez, qui voulez Non, mais devenir député. En fait, Député et qu'on dépose la pas. question que vous devrez vous poser, est-ce que l'engouement se situe au niveau de paiement des cautions? J'ai dit, s'il faut aller vérifier, c'est à ces stades-là qu'il faut chercher. Aller à la DGRAD pour voir est-ce que des partis politiques passent pour verser des cautions. Je crois que c'est à ces niveaux-là que vous aurez une image assez... Vous trouvez que $500 pour la députation, $500, 520 000 francs, quelque chose comme ça, c'est beaucoup trop pour quelqu'un qui veut être candidat à la députation nationale, provinciale? Je trouve que c'est un peu trop demandé au peuple congolais. Hein? Nous savons dans quelles conditions misérables vivent ces peuples. Je crois que la fonction du député, ce n'est pas seulement une fonction pour aller légiférer, contrôler le gouvernement. C'est aussi une fonction de représentation. C'est une fonction de représentation. Vous êtes dans un coin, vous voulez assez que telle personne, par exemple, Élisée Odia, soit votre représentant ou représentante au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, mais vous encouragez sa candidature. Mais il y a des gens qui n'ont pas assez de moyens. Nous parlons de Kinshasa, mais il faut parler de l'intérieur. Il faudrait bien qu'il y ait des règles, monsieur Non, je ne refuse pas. Mais monsieur Mukendi, en 2011, on sait, rien que pour la députation nationale, près de 18 000 candidatures. Il ne faut pas aussi laisser le champ libre à tout le monde. Il faut bien qu'on puisse délimiter, mettre de garde-fous pour qu'on puisse avoir quand même des assemblées provinciales de qualité et des gens qui... Je crois que l'idée n'était pas de mettre des garde-fous. L'idée était de marginaliser une certaine classe, marginaliser ceux qui n'ont pas eu chapitre au pouvoir, marginaliser les peuples, parce que ça permettra à ce que ceux qui ont géré les pays puissent suffisamment avoir de moyens de se présenter, et on aura des assemblées provinciales, une assemblée nationale monocolore, hein, parce que l'opposition n'a pas géré. Il faut dire que l'opposition n'a pas l'argent, ça il faut le dire. Parce que l'opposition vous avez l'impression que l'argent on l'obtient que quand on gère ici, donc on non mais c'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux qu'on a l'argent quand on gère et qu'on n'a pas l'argent quand on gère pas, c'est pas faux, c'est vrai. Mais c'est peut-être parce que ça se trouve ailleurs, c'est aussi ça le problème. Les gens, il y a cette ruée vers la politique parce qu'on croit que là-bas on trouvera plus de moyens, là-bas on deviendra riche. C'est ça, c'est qu'il faut. C'est justement les problèmes qu'il faut résoudre. Nous avons donné l'image à notre population que c'est en politique que les gens peuvent s'enrichir. Tout simplement parce que ceux qui dirigent les pays aujourd'hui ont dévalorisé d'autres secteurs de la vie nationale. Il faut donner aux charpentiers les assurances qu'avec le travail des charpentiers, ils peuvent demain s'acheter une maison. Il faut donner, c'est pas à ces fonctionnaires qui est dans un ministère l'assurance qu'en étant fonctionnaire, il finira sa vie il finira pas sa vie locataire. Donc, je crois que c'est une question de gouvernance. Hein. On a beaucoup plus... et je crois que c'est même la conception qu'on a du pouvoir aujourd'hui. Hein. La conception du pouvoir privilège. Hein. Et nous, au CEDER, nous pensons que le pouvoir, on devrait avoir une conception du pouvoir service. Hein. D'où l'image que nous avons dans notre logo de l'abeille qui est au service des autres. L'abeille qui produit les miels, l'abeille qui travaille, pour que les autres puissent en bénéficier. Vous savez, ces genres de conceptions, tout le monde là, hein, quand il n'est pas encore au pouvoir. Non, mais c'est réellement. L'idée, la conception change. La pensée précède l'action. La pensée précède l'action. Et nous avons d'abord pensé comme ça. Chez nous, au CEDER, le projet de société du CEDER place l'homme au centre de toutes les actions. J'ai déjà entendu Chris Mukendi. On attend voir, tout le monde dit l'homme. Donnez-nous l'occasion de diriger les pays, vous verrez alors. Alors on revient, on reparle, parce qu'il y a tellement de préalables que l'opposition, que votre parti, par le biais de l'opposition, a soumis à la CENI. Il reste plus qu'une semaine là, au moment où je vous parle, pour qu'on puisse clôturer avec l'opération des dépôts de candidature. Si vous n'obtenez pas gain de cause au CEDER, qu'est-ce que vous comptez faire? Je crois que l'idéal serait qu'il y ait concertation entre les demandeurs
ou des gens qui revendiquent, je parle notamment de l'opposition, qui demande que la CENI puisse revoir un peu les choses. Hein. Qu'est-ce que l'opposition demande? L'opposition constate dans les calendriers qu'il est difficile d'organiser les élections provinciales, locales et municipales au même moment. On a demandé à ce que ça soit postposé. Et nous croyons que c'est faisable. L'opposition demande quoi? L'opposition demande l'enrôlement des majeurs qui ont atteint l'âge de voter. Je crois que c'est prévu dans les calendriers électoraux, mais un peu plus tard en 2016. Nous disons il faut le ramener pour permettre à ce que ces jeunes gens puissent être en droit selon que la Constitution les leur donne. L'opposition ne demande pas grand-chose. L'opposition demande encore, par rapport à la configuration de la CENI, il est prévu que la personne qui dirige la CENI soit de la société civile. Mais qu'est-ce qu'on constate? Il y a une absence prolongée de l'abbé président Malou Malou qui n'est pas là. La CENI est dirigée par quelqu'un du PPRD. On connaît les couleurs de ces messieurs que je respecte. Mais c'est pas ça les règles du jeu. Les règles du jeu voudraient que la personne qui soit à la tête de la CENI soit de la société civile. C'est tout ce que nous demandons. Dans la mesure où vous n'obtenez pas gain de cause par rapport à vos préalables, nous sommes à une semaine de la fin de la clôture de l'opération, du reste qui a été prorogé. Que comptez-vous faire? Boycotter la politique de la chaise vide? Je crois qu'à une semaine de la fin, la CENI pourra toujours réagir. Donc, proroger encore et encore, vous donnez le temps. Nous ne demandons pas Peut-être que de prolonger encore les délais par rapport... Vous donnez vraiment, quand je dis vous, c'est-à-dire le CDR et avec lui, l'opposition donne quand même l'impression de ne pas être prête par rapport aux élections. L'opposition, elle est prête. L'opposition est prête vous pour cherchez les élections. de fouffouillants, des préalables, vous cherchez... Sur base de quoi on pourra affirmer que l'opposition n'est pas prête? Parce que nous sommes en train de réclamer, de revendiquer des préalables? Pas du tout. Mais vous pouvez le faire en posant des actes. Vous pouvez aller déposer vos listes si vous êtes prêts, mais tout en continuant à faire le lobbying. Mais nous sommes encore dans les délais. Donc on peut s'attendre à ce que cela puisse changer. Il faut s'attendre à ce que la CENI réagisse. Il faut s'attendre à ce que la CENI réagisse. Je crois que si la CENI ne réagit pas, on verra. Je ne suis pas le porte-parole de l'opposition dans son entièreté, en tout cas. Mais bon, je crois que le CDRC résolu de participer à ces élections, espérons seulement que la CENI va réagir positivement. Alors, le chef de l'État a levé l'option d'organiser quand même le dialogue. C'est de bon augure, peut-être par rapport à vos préalables. Voilà, c'est peut-être une réponse, entre guillemets, déguisée, peut-être de pouvoir en place pour essayer d'avoir des élections apaisées. Tout dépend du format que veut le chef de l'État pour ce dialogue. D'abord, vous avez été consulté, vous, le CDR, par l'émissaire du chef de l'État? Oui, le CDR a été consulté, comme tous les autres partis politiques de l'opposition. Le CDR a été consulté. Mais bon, le point de vue du CDR, c'est lequel? Au CDR, nous trouvons qu'il n'y a pas opportunité de ce dialogue. Pourquoi il n'y a pas opportunité? Pour deux risques majeurs. Le premier risque, c'est que ce dialogue risque de nous conduire à un glissement. Ça, c'est le premier risque. Vous adorez le terme glissement. C'est pas on a beau vous donner c'est pas un terme inventé par les CDR en tout cas. Toutes les garanties du monde, mais vous n'arrivez pas à vous débarrasser de ça. Non seulement les CDR, mais le peuple ne veut pas de ces glissements. Le peuple ne veut pas de ces glissements. Le deuxième risque que pourra engendrer ces dialogues, c'est la mise en place d'un autre gouvernement d'union nationale. Donc, pour nous, nous pensons que dans un pays démocratique, dans une démocratie, le dialogue doit rester permanent. Mais justement. C'est un principe. C'est un principe démocratique que nous partageons au CDR. Le dialogue est permanent. Mais dans quel cadre le président de la République vient de dire il veut dialoguer, il veut parler? Vous ne voulez pas, mais vous parlez de cette permanence du dialogue. Nous, au CDR, nous pensons que le problème que pose l'opposition peuvent bien être résolus sans les dialogues. Le problème de l'enregistrement,
Quand on parle dialogue, c'est-à-dire se parler. Hein. Donc, d'une manière ou d'une autre, vous devrez le faire. Non, mais c'est vrai, c'est parler, mais je parle du format. Dans quel format? Sous les formats concertation nationale? Plus de 1000 personnes? Mais vous pouvez faire des propositions aussi, hein, déposer vos cahiers des charges, faire de... Comment vous voulez que ce dialogue, parce que vous dites qu'il doit être permanent, mais nous disons, comment vous voulez que ce dialogue puisse être fait? Nous disons qu'il y a une opportunité de ce dialogue parce que les problèmes que nous posons sont des problèmes réels. Réels même au niveau de la majorité. Il n'y a pas que la jeunesse de l'opposition qui votera pour l'opposition. Dans cette jeunesse-là, il y a aussi ceux qui sont pour la majorité. Que cache le non-vouloir de cette majorité à ne pas enrôler ces jeunes? Ça cache quoi? Ça cache quoi? Donc nous sommes prêts, nous sommes engagés dans ces processus, mais nous voulons qu'il y ait que la CENI réagisse tout simplement. Hein? Je ne vois pas de quoi on va aller parler à ces dialogues. Alors, on va laisser partager les pouvoirs. Ils l'ont fait en 2000, je ne sais pas, avec les concertations nationales, ils l'ont fait. Qu'est-ce qu'il y aura de nouveau? Il y a eu plus de 600 recommandations lors de ces concertations nationales. Combien de concertations, combien de recommandations ont été déjà raison de plus appliquées pour dialoguer, pour que vous puissiez poser toutes ces questions. Il y a une structure qui est chargée du suivi. Comment on appelait ça? Suivi, le comité de suivi des résolutions. Mais ils n'ont qu'à consulter cette structure qui existe. Hein? Je pense que ces dialogues, il n'y a vraiment pas... C'est une perte de temps en tout cas. C'est une perte de temps. Reparlons un peu de vos ambitions, même si on ne sait pas hein, si vous allez déposer votre candidature ou si vous aurez quand même l'occasion de postuler à la députation provinciale. Mais parlons quand même de cela pendant ces 3 minutes qui nous restent pour la commune de Ngaliema. Supposons que vous veniez à être élu dans cette commune de Ngaliema. Que comptez-vous apporter que ceux qui sont là n'ont pas encore arrivé à faire? Non, je crois que d'abord, il faut savoir, se poser la question de savoir quel est le rôle d'un député provincial. C'est quoi le rôle d'un député provincial? C'est là la vraie question. Parce qu'en politique, on n'a pas que... on ne doit pas qu'aller vers les électeurs pour chercher leur électorat. Mais on doit aussi éduquer cette masse. Chose que vous ne faites pas beaucoup, hein, surtout au niveau de l'opposition. Non, mais je crois que chez nous, au CEDER, nous le faisons. Nous éduquons. Parce que la politique éduque aussi. Il faut que le peuple comprenne c'est quoi le rôle d'un député provincial. C'est quoi le rôle d'un député provincial? Un député, c'est d'abord un représentant. Il représente sa société, il représente sa communauté au niveau d'une assemblée, que ce soit une assemblée provinciale ou une assemblée nationale. Mais il a 2 rôles majeurs, les députés provinciaux ou les députés nationaux. Son rôle, c'est d'abord d'élaborer des lois. Non, c'est de distribuer des t-shirts, c'est de remettre des groupes électrogènes, c'est de donner des câbles, mais c'est ce qu'on voit hein, quand vous dites... Là, parfois, on ne sait pas dissocier cela du rôle du député parce que ce sont des actions propagandistes, tout simplement. Mais la population doit savoir, la personne sur qui nous plaçons notre confiance pour aller nous représenter, sera-t-il à mesure de parler pour notre cause? C'est ça la question. Parce que nous voyons des députés qui sont... ils ont fait 5 ans, 6 ans sur leur siège. Ils ne sont jamais passés au micro pour parler au nom de la population. Il faut dire aussi que le travail au niveau de l'Assemblée, qu'elle soit provinciale ou nationale, ne se limite pas qu'au passage devant le micro. Il y a des travaux en commission, il y a des missions d'enquête. Voilà. Donc quel est l'apport de ceux-là qui ont été élus? C'est quoi le rapport? C'est ça les problèmes. C'est ça les problèmes. Donc moi, ce que je peux promettre à la population, c'est de jouer pleinement le rôle qui revient à un député provincial. Le rôle d'inciter les gouvernements à poser des actions pour le bien-être de la population. Le rôle de proposer des lois, de voter des bonnes lois pour que notre société soit une société où il fait beau vivre. Si c'est une promesse que je dois faire à la population, c'est la seule promesse que je peux faire à la population.
d'être un bon député pour la population. On aura le temps de parler de tout cela quand viendra le temps de la campagne électorale. Bon, faudrait-il que vous soyez candidat, hein, j'insiste sur ça, parce que c'est pas évident que votre parti arrive à céder s'il n'obtient pas gain de cause. Donc on croise les doigts pour vous. Très rapidement, un mot de la fin, peut-être à l'endroit de la CENI, à l'endroit de ces jeunes qui tiennent, qui se veulent peut-être comme vous postuler ou être présentes pour les prochaines élections. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je crois qu'à l'endroit de la CENI, la seule chose que je puisse leur dire, c'est vrai que la CENI, elle est indépendante. Mais il ne faudrait pas prendre cette indépendance-là pour une souveraineté nationale. La CENI n'est pas souveraine, elle est indépendante. Il faudrait que la CENI puisse écouter la voix de la population aussi, parce qu'il y a une frange de la population qui n'est pas enrôlée et qui veut prendre part à ces élections. Donc je crois que la CENI devra prendre en compte toutes ces considérations. Et aussi, nous demandons le retour de l'abbé Malo Malo pour jouer son rôle. S'il n'est pas disposé à jouer son rôle, qu'on constate son empêchement et qu'on mette à la tête de la CENI quelqu'un qui soit de la société civile. Donc, à l'endroit de la CENI, c'est tout ce que je peux dire. À l'endroit de la classe politique, on doit s'assumer. On doit s'assumer, nous avons fait des choix, nous avons une constitution que nous devons respecter. Respectons cette constitution. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été de notre ce soir. Je promets qu'on va le retrouver pendant la période de la campagne électorale. En tout cas, s'agissant des élections provinciales, je crois qu'on aura le temps d'entrer plus en profondeur par rapport à son plan d'action, par rapport à ce qu'il veut apporter au sein de l'Assemblée provinciale ici à Kinshasa. Madame, Messieurs, en attendant, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. On garde l'interactivité, l'interconnexion qui nous lie dans le cadre de cette émission Un homme, un concept. Appelez-nous, écrivez-nous et on sera toujours là pour vous. En attendant, nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programmes en compagnie de la télévision haute définition. On se dit au revoir et à dimanche prochain.